Donc, welcome to our panel. My name is Jean-Claude Moubarak. I'll be the moderator and the host for this panel. I'm very happy to introduce our team. So we have Sabrina Rimouche, who is doing a PhD in nutrition. We have Isabelle Van Del Pas, research director from Collectif Récolte, an organization working with farmers in Quebec. And we have Gaspard Lépine from Gaspésie. He's from the Tricarré Coopérative and the vice president of the Union Paysanne, which is an NGO organization that asks for a more clean and more sustainable artisanal agriculture. So I'll be using 5 minutes to introduce the topic, and then I'll pass the floor and the mic to Sabrina, to Gaspard, and to Isabelle. So I was asked not to use a lot of numbers in my slides, so I decided to go all in. So let me use some illustration that a friend of mine has shared with me. Her name is Susan Prescott, and she's a psychiatrist from Australia. And we often discuss the food system together. And she has some painting to illustrate the tensions that we can see in the food system. Our food system is very broken, but we can also say that our food system is wicked, in the sense that it is ethically questionable. It is producing way too much product of consumption and not enough food that are nourishing human health and the planet. And so we need to change and transform our food system, and we know that there's a lot of challenges. Lack of political will, the corporate capture of society, influence on science and politics makes it so very hard for us to change the food system. There's a lot of incoherence and weird things in our food system, and some of these facts have been shared with us in this conference. For example, it's kind of abnormal to have so much fast food in some neighborhoods, right? In Montreal, it's not normal that 80% of a community is food insecure. It's not normal that we're not able to eat, and that this hot dog is the representation of what food is. So you're going all against the law. So all these things are they like problems that we can fix by a policy or intervention, or they talk about something deeper, the fact that the structure perhaps of our food system is leading to so much inequities. It doesn't work. It doesn't work. Let's change the slide. Maybe I can just go here. Okay. So one of the challenges to transform our food system is the lack of policy coherence. Often you'll see a lack of coherence between our food policies and our agricultural policies. So we're interested in understanding the lack of coherence in our food system, and we asked a question about policy coherence, but I need the slides to move on so I can talk to you. Okay. Okay. So this is to say that our food system has a lot of incoherence, things that needs to be changed. We are overexposed to an abundance of ultra-processed food, so we are driven to make unhealthy choices every day. And so we need to have a systemic perspective, and one of the problems is the lack of coherence between our policies. So we are working with the Heart and Stroke Foundation of Canada, and they ask us a very simple question. We have in Canada a recommendation with our food guide. We invite Canadians to eat less meat, more plant-based food that are more fresh and minimally processed. But however, are those recommendations also beneficial to Canadian farmers? If we start eating just fresh and minimally processed food, do we have a good impact on the economy of Canadian farmers? So we did a study with Sabrina to look at the impact of changing our food practices on the economy of Canadian farmers. So we did a macro level analysis using data from Statistics Canada. Basically, we took data that gives you an idea of all the transaction between all the different actors in the food system, and we can see when we spend $1 on food,
how much of the revenue goes to farmers, how much of it goes to the processing industry, and so on. So we did this study, and we looked at what's the impact of our spending on the revenues of farmers. What's the impact when we spend our food on, let's say, fresh and minimally processed foods, such as potatoes and fruits, or when we spend our money on ultra-processed food, how much of the money and revenue goes to farmers? And we found something that is very, not quite surprising, but farmers will earn between 3 and 8 times more income when we spend our dollars on these fresh and minimally processed food, such as potatoes. When we buy the same food, but in the form of an ultra-processed product, they get much less money. And it makes sense because when farmers sell their crops to the food processing industry, the food processing industry makes some of the money, and the farmer gets less. So it's good because if we buy more fresh food, it's better for our health, better for the planet. It's also better for the economy of farmers. Now, these are quantitative data. We took this data and went to talk to farmers to see, does it make sense to them? So we did interviews on-site and online with 20 farmers in Quebec and Ontario. We went to and see different types of farming, mostly plant-based production. So I don't want to say that all farmers are the same, but we're using this term just for simplicity. And we asked them to react to the numbers that we've presented them and say, okay, if you can make more money selling your food directly as fresh, what are the challenges and opportunities that they're facing? What do they think about the policy environment that is either supporting them or not supporting them in selling their crops in the form of fresh and minimally processed food? And so Sabrina will present those results. What are the challenges reported by farmers? Then we took those results and went to talk to some experts. Experts working in NGOs and working with farmers to see what do they feel about the results and what's their perspective. And then we went to decision makers to speak with people that are responsible of policies to see what do they think about the farmers' perspective and what can they answer. So we went, let's say, from the field to the tower, and as we go up, we see that people are more and more disconnected from the ground. So we wanted to use this structure in our panel. I will stop now. Sabrina will talk about the results, what the farmers told us about their challenges. Then we'll go to Gaspard. He will add his perspective to our study. And then we'll go to Isabelle from the Collectif Récolte, who will also add her perspective about the challenges that organizations are living in trying to change our food system. Then we'll have 10 minutes among ourselves to ask questions, and then we'll go to the audience to finish with a period of 10 minutes. So we can start. I need some water, and I'll give you now the mic to present this. Merci Jean-Claude. Bonjour à tous. Donc je vais présenter en français, c'est correct pour tout le monde. Donc effectivement, comme Jean-Claude vient de le mentionner, on a rencontré plusieurs agriculteurs donc au Québec et en Ontario qui nous ont partagé leurs défis et les contraintes qu'ils ont rencontrées dans la production et la vente d'aliments frais. Les défis étaient de nature quand même pas mal différente, mais dans le cadre de cette présentation, je vais parler simplement des défis systémiques. Donc, merci. Donc, défi qui nous a été mentionné concernait le cadre politique et économique qui a été jugé comme défavorable. Donc, on nous a parlé d'un manque de cohérence dans les politiques publiques, donc que ce soit au niveau des politiques agricoles ou avec d'autres ministères comme le ministère de la Santé. Je vais revenir sur ce point un peu plus tard en détail avec un exemple qui est très parlant. On nous a parlé aussi de subventions qui étaient mal ciblées et insuffisantes, dans le sens qu'elles donnaient beaucoup plus d'avantages aux grands producteurs agricoles. Avec ça venait un lobbying de l'agro-industrie qui était quand même assez fort et influençait les décisions gouvernementales, et donc laissait très peu d'opportunités pour les petites fermes et les petits agriculteurs de se frayer une place dans ce modèle capitaliste où le bien-être commun finalement va être tributaire des intérêts corporatifs.
Donc, il y a un agriculteur qui, enfin, je vous ai mis une citation ici, il y en aura plusieurs, qui nous a dit que justement tous les systèmes étaient adaptés pour les gros producteurs qui ont beaucoup de superficie de terre, de tracteurs, de machinerie. Mais un point qui était ressorti, c'est que le problème n'était pas tant dans les subventions qui étaient données, mettons, quant au soutien aux petits agriculteurs, si on veut voir ça d'un point de vue financier, mais plutôt de cesser de supporter outrancièrement le modèle dominant. C'est qu'on continue à supporter un modèle qui ne fonctionne pas et du coup ça ne laisse pas place aux petits agriculteurs de trouver une place. Quand je dis agriculteurs, je parle aussi des femmes, c'est juste pour aller plus rapidement, puis voilà. On passe à la prochaine. Donc un autre défi dont on nous a parlé, c'était des contraintes financières et une concurrence déloyale. Alors je vais m'expliquer. En agriculture, les marges de profit sont très 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 faibles. Il est très difficile d'en avoir dans ce système-là. Parce que les coûts de production sont très élevés, surtout pour les petits producteurs, mais aussi c'est parce qu'il y a une certaine concurrence avec les importations et les chaînes alimentaires. Je m'explique. En gros, au niveau des importations, les prix auxquels ils sont vendus sur le marché sont très bas. Donc, dans les chaînes de distribution, on va voir ça à des prix carrément dérisoires, et les agriculteurs, même s'ils essayent d'égaler ces prix, mais ça ne marche pas parce qu'ils ont une marge de manœuvre très limitée. Et donc c'est difficile de rester compétitif dans ce contexte. Mais en plus des coûts de production, je reviens à mon point des incohérences dans les politiques publiques, les agriculteurs font face à des normes très strictes au Canada, donc des réglementations dans la production. Par exemple, pour l'utilisation de pesticides, c'est très régulé. Mais ces réglementations, donc ces normes, ne s'appliquent pas toujours sur les produits importés. Donc là, on va avoir une sorte de différence qui a été soulignée comme étant une concurrence déloyale. On le voit bien ici, cet agriculteur nous disait que les normes au niveau des frontières qui sont très sévères, ne sont pas les mêmes qu'aux États-Unis puis au Mexique. Donc ça ne fonctionne pas. Mais en plus de ça, les chaînes de distribution vont vraiment accentuer cette pression en essayant de baisser les prix au maximum pour faire du profit. Et là, je vous ai mis deux exemples qui étaient très parlants. Dans le premier, en fait, c'était un agriculteur qui nous disait que malgré, quand il y a eu des intempéries au Québec, après ça, c'était la saison des fraises au mois de mai, les chaînes de distribution ont mis 50% de promotion sur les fraises en provenance du Mexique. Ça ne marchait pas, c'est vraiment pas possible de faire du profit dans ce contexte. Puis encore un autre agriculteur disait que lui produit du raisin biologique, mais que en temps normal, le raisin se vendait comme à 3,95 la livre, jusqu'à 3,75, mais qu'arrivait à l'été, il le trouvait comme à 1 dollar la livre. Donc lui qui le vend à 6 dollars, il ne peut pas compétitionner avec ça. Donc la situation devient comme un peu plus compliquée, et dans ce contexte, certains agriculteurs vont se tourner vers l'industrie de la transformation parce qu'ils ont besoin d'écouler leur stock. Mais ça devient, ce n'est plus un choix délibéré, c'est vraiment un choix par défaut parce qu'ils n'ont pas d'autre alternative. Mais le problème encore, c'est que ils n'ont pas d'autre alternative parce que les coûts des infrastructures sont trop chers pour transformer, et aussi parce qu'ils ne peuvent pas égaler les prix sur le marché. Donc, la vente à l'industrie de la transformation en soi n'est pas une solution non plus, parce que l'industrie va essayer de gruger aussi pour faire du profit et donc acheter à des prix très très bas. Et donc les agriculteurs finalement se retrouvent face à 3 scénarios qui ne fonctionnent pas, et on voit bien qu'ils sont face à un système politique et économique qui n'est pas du tout en leur faveur. Le dernier point que je voulais aborder, c'était vraiment le manque de reconnaissance du métier. Donc les agriculteurs nous ont partagé leur perception de la façon dont ils sont vus par les consommateurs, les gouvernements et aussi les médias. Et ça complique un peu leur place dans le système alimentaire, parce qu'ils nous disent qu'ils ne veulent pas être encouragés, qu'ils ont envie d'être choisis par la société, que ce choix soit assumé, comme à l'instar de toute autre profession dans la société. Puis là, je vous ai pris 2 exemples qui montrent bien qu'ils n'ont plus envie d'être utilisés comme une simple tendance qui les infantilise. Donc, il y a un agriculteur qui nous dit moi, j'aime pas ça, le mot encourager, je veux pas une tape dans le dos. Puis un autre nous disait moi, la phrase je vais acheter pour t'encourager, ça me dérange. Donc, moi, je choisis mon dentiste, je choisis mon mécanicien et je choisis l'école où va ma fille.
Bon. Donc, donc ça, c'était un petit peu la présentation de tous les défis et les enjeux, mais on a eu des recommandations aussi, donc des experts qu'on a pu rencontrer. Donc, comme je vous ai dit, je vais seulement présenter les recommandations qui sont en lien avec les défis systémiques, mais on en a eu beaucoup d'autres. La première, ce serait vraiment de reconnaître le rôle central des agriculteurs et de l'agriculture locale. Donc, il faut vraiment qu'on change notre vision de la place des agriculteurs et de l'agriculture dans notre société comme vraiment étant essentielle et centrale dans nos systèmes alimentaires et qu'on puisse les impliquer davantage dans les politiques publiques. Ce qui me mène au deuxième point des politiques publiques. Donc, il est nécessaire vraiment d'élaborer des politiques qui soient plus cohérentes et adaptées aux agriculteurs. Donc, il faudrait vraiment changer une certaine vision qu'on a. Donc, on part souvent donc, des grandes instances, donc du provincial ou du fédéral, pour ensuite aller, mettons, donner des subventions qui répondent plus à des programmes qui ont été faits en amont, plutôt que de voir quels sont les enjeux sur le terrain. Donc, l'approche du système alimentaire territorialisé était perçue comme une potentielle solution qui permettrait donc d'impliquer les agriculteurs et les collectivités locales et de partir, de remonter finalement aux différentes instances décisionnelles. Ensuite, il s'agirait vraiment de favoriser un système alimentaire qui soit plus diversifié et durable. Donc, à ce moment-là, c'est plus donc de favoriser des circuits courts, des circuits de proximité, une agriculture de proximité, pardon. Mais aussi, il était question de laisser place à des infrastructures de distribution directe ou d'aider à leur donner plus de place dans le système, donc via des marchés publics ou des paniers, je pense, oui. Ensuite, on a eu une proposition qui était très intéressante de la part des agriculteurs et qui a été fortement appuyée par les experts. C'était celle de mettre en place un revenu minimum garanti, autant pour les agriculteurs que les employés à la ferme. Donc ça permettrait de faire comme un filet de sauvetage pour eux, puis de leur garantir un revenu malgré l'issue de la production. Et on a eu aussi une recommandation qui était de créer, en fait, mettre en place une exception agricole dans les accords de libre-échange. Donc, pour sortir un peu, ne pas considérer finalement les aliments, notre alimentation, l'agriculture, comme n'importe quelle marchandise qu'on pourrait échanger avec d'autres pays. Et donc, c'est ça. Puis le dernier point, c'était vraiment concernant la transformation alimentaire. Bon, pour la facilité, vu que les coûts des infrastructures sont quand même très, très importants, la mutualisation était une bonne voie pour les agriculteurs, donc pour qu'ils puissent réduire leurs coûts et aussi écouler leur stock et limiter à un maximum les pertes. Donc, grosso modo, ça fait un peu le tour de l'étude. Merci beaucoup, Sabrina. Donc, on reconnaît que le système alimentaire, il est complexe, mais je me demande si, pour pouvoir agir, il n'est pas important de structurer, d'organiser cette complexité pour essayer d'avoir des directions de changement. Donc, je tiens à dire cela. Donc, les agriculteurs qu'on a rencontrés, hommes et femmes, malgré qu'ils sont dans différents types de production, que ce soit le miel ou les fruits et les légumes, ont rapporté vivre dans un environnement qui est économiquement et politiquement défavorable à leurs pratiques. Donc, j'aimerais maintenant passer la parole à Gaspard Lépine, donc de l'Union paysanne et de la coopérative Tricarré, donc qui est présentement en Gaspésie et qui va, on va lui demander de réagir donc à ces données et d'amener sa perspective en tant qu'agriculteur qui navigue dans ce système complexe et parfois défavorable. Donc, merci beaucoup, Gaspard. La parole est à toi. Et je vais peut-être ensuite essayer de résumer brièvement en anglais ce qu'il a dit. All right. Cool. Merci de me recevoir. M'entendez-vous bien? Ça va? Très bien. Excellent. Là, c'est un peu drôle, je ne vois pas à qui je parle. Je vois un tableau blanc, donc c'est un peu comique. Mais allons-y. Fait que, je vais parler de quelques défis et opportunités qui se présentent dans le contexte agricole, dans le contexte un peu qu'on a présenté à l'instant. Je stick sur organiser la complexité qui vient d'être mentionnée, fait que je vais revenir là-dessus. Mais avant, quelques défis un peu grand public, mettons. Le premier, c'est un défi politique. Ça a été mentionné que les politiques ne sont pas « Hey, je vois des gens! Yeah! Magnifique! Hello! » Donc,
le premier défi est politique. Pour le monde politique, l'agriculture, c'est plus une ligne de communication politique qu'un réel enjeu. Il n'y a pas d'intérêt réel pour les politiciens, politiciennes, à vraiment adresser le problème structurel de l'alimentation pour plusieurs raisons, notamment parce que le syndicat monopolistique qui est l'UPA est un bully, donc c'est très difficile de négocier ou de travailler avec l'UPA. Également, il y a beaucoup d'argent en jeu. On parlait de l'exception agricole dans les politiques de libre-échange, mais tout ça, c'est énormément d'argent. Puis, aucun parti politique va vouloir faire effondrer la balance commerciale de sa province. Puis, finalement, électoralement, c'est pas du tout payant de vouloir, entre guillemets, attaquer les agriculteurs, parce que c'est ça qui va être défendu comme principe, c'est le fait que des politiques viennent attaquer l'agriculture telle qu'elle est, alors que nous, on veut en fait la sauver dans le fond. T'sais. Fait que donc, politiquement, c'est vraiment pas intéressant. Fait que ça va être une ligne de com. Ça va être le garde-manger, le pilier des régions, mais tout ça, c'est juste de la communication politique et très peu de mesures concrètes. Le deuxième défi, c'est le contexte économique capitaliste, qui fait que la petite paysannerie a toujours été un moment de l'histoire économique dépassable. C'est dans la grande gradation, dans l'espèce de lente amélioration, qui est une rhétorique capitaliste bidon. Cette rhétorique que la paysannerie doit être remplacée par les industriels, par la modernité, c'est quelque chose de très présent, donc, il est encore présent en fait, donc, pour les capitalistes, ça ne fait pas vraiment de sens de valoriser la paysannerie qui est vouée à la petitesse, à ne pas faire d'économie d'échelle, à ne pas viser les marchés d'exportation. Donc, au final, c'est juste pas intéressant dans une perspective économico-philosophique, dans le fond, pour les capitalistes. Puis, finalement, le troisième défi qui est vraiment pragmatique, c'est la viabilité de la profession. Je veux dire, c'est pas enviable d'être agriculteur maintenant. Je veux dire, les terres valent une fortune, il n'y a pas vraiment de relève, fait qu'on ne peut même pas se projeter à moyen terme ou avoir ça comme une mission familiale. Puis en plus, on entend beaucoup le mirage de la technologie. J'entendais Pierre Poilievre, un danger public qui mentionnait récemment « Ouais, vendez vos vieux actifs et puis investissez dans la technologie ». Ça, c'était exactement le piège des 70 dernières années en agriculture. C'est ça qui perpétue l'endettement. C'est ça qui enferme les agriculteurs et les agricultrices dans une dynamique de dépendance à la nouvelle technologie, à l'endettement, puis au final à devoir aller vers les pratiques commerciales qui sont fonctionnelles ou qui sont viables dans ce contexte-là. Fait qu'au final, ça crée une dépendance puis un appauvrissement du monde agricole. Fait que ça, c'est trois défis qui sont clairement dans le chemin, c'est trois nœuds qui sont clairement dans le chemin de ce qu'on pourrait appeler, mettons, une paysannerie autonome, ce qui est un peu notre souhait à l'Union paysanne et à beaucoup de monde du monde agricole qui sont de tradition altermondialiste ou qui ne sont pas pour le libre-échange, mais qui veulent de nombreuses petites fermes, comme c'était le cas dans les années 50, 70, 1950, 1970, où est-ce qu'au Québec, il y avait 100 000 fermes. Maintenant, on est à 28 000. Puis je pense qu'il y a des gens au Conseil du patronat qui pensent qu'on pourrait rouler à 15 000 fermes. Et donc voilà, ça c'est les défis. Dans les opportunités, ou qu'on pourrait appeler les luttes à venir, en fait, la question de l'approvisionnement institutionnel, c'est dans l'actualité, là, on parle de nourrir les hôpitaux, les écoles, les garderies, les prisons, dans le fond, tout l'institutionnel, qui est une voie intéressante à condition de la développer comme il faut. Parce qu'on pourrait facilement se dire « Ah oui, l'approvisionnement institutionnel va tout sauver, va garantir aux producteurs une mise en marché garantie, des prix honnêtes et tout ça, mais rien n'est garanti à cet égard-là. Ou est-ce que, pour des soucis d'efficacité et de centralisation, comme c'est déjà le cas dans l'approvisionnement institutionnel, mettons non alimentaire, ben,
les gens au contrôle de cette industrie-là pourraient dire on va donner la production aux grands joueurs parce qu'on ne veut pas négocier avec 50 000 fermes, on veut négocier avec 2 fermes. On veut que 2 fermes produisent toute la bouffe. Fait que dans le fond, ça ouvrirait une porte à simplement donner à l'industrie déjà présente, à dire voici des nouveaux marchés pour vous, prenez ces nouvelles parts de marché, puis remplissez nos besoins de manière simple et facile. Alors que de l'autre côté, ce qui pourrait être intéressant, c'est de dire non, cet approvisionnement-là, on va le baser sur de nombreuses petites fermes à naître, puis on va garantir que ces fermes-là ont de nouvelles parts de marché pour garantir leur viabilité. Ça, ce serait intéressant, mais ce n'est pas du tout garanti. Fait qu'une opportunité, mais qui n'est pas du tout gagnée. De l'autre côté, puis ça va être mentionné plus tard, la question des pôles bioalimentaires ou de la mutualisation des activités agricoles est définitivement une voie d'avenir potentiellement intéressante, qui a également ses défis. Je ne m'attendrai pas là-dessus parce que je pense qu'Isabelle va en parler, mais bon, moi, ce que je vois là-dedans, c'est qu'il y a des enjeux de pérennité liés aux subventions, puis qu'également, il y a une dépendance des bons vouloirs institutionnels. Mais bon, ça, ce sera à développer. C'est pas mon dada, c'est pas mon champ d'expertise tant que ça, les pôles bioalimentaires et tout ça. Mais donc, c'est ça c'est quelques nœuds. Il y en a vraiment d'autres, là, je vais vite, puis je vois pas le temps passer, mais vu que j'avais juste quelques minutes, je peux aller quand même vite sur les nœuds et les opportunités qui vont se présenter à nous. Il va y en avoir d'autres nœuds, surtout d'autres nœuds et surtout d'autres opportunités, j'imagine. Au final, dans le fond, l'objectif, c'est la consolidation, comme je le mentionnais tantôt, d'une paysannerie autonome, régionale, ancrée dans les communautés, dans les régions. Là, je suis conscient que c'est des termes, c'est des beaux termes, là, ancrés dans sa communauté, des choses comme ça qui sont bien vendeurs, mais dans le réel, c'est ça qu'on veut, tu sais. C'est ça la paysannerie. La paysannerie, c'est plein de petites fermes dans toutes les régions du Québec qui produisent pour les besoins régionaux. Puis s'il y a des besoins au-delà, ben là, il pourrait y avoir de la circulation régionale. Mais même, on voyait dans l'étude que souvent le transport gobe une part significative du dollar sur chaque achat alimentaire. Fait qu'on pourrait peut-être se demander si on ne pourrait pas arrêter de transporter la bouffe autant que ça, puis donc la produire beaucoup plus localement. Donc, deux réflexions sur la consolidation de la paysannerie autonome. De un, reprendre les moyens de production. Moi, je suis désolé, c'est un peu marxiste comme principe, mais c'est quand même ça qui est ça. Le but, c'est de les contrôler, les moyens de production, pour décider qu'est-ce qu'on produit, comment on le produit, de réfléchir à la dimension qualitative de la production agricole et non juste à la production quantitative. Donc, de se demander comment on produit, qui finance le rôle des banques. Les rôles des banques, en ce moment, sont au cœur de l'asservissement agricole. Puis, à mon avis, si on veut réfléchir à un futur émancipé, eux, il faut les éliminer du portrait, absolument. Tu sais, les banques ne doivent plus être au cœur des mouvements de flux de capitaux dans l'agriculture. La question des propriétés collectives, à travers les FUSA ou le partage d'équipements, de matériel, il y a plein d'exemples comme ça qui contribuent au contrôle des moyens de production. Puis finalement, ça c'est encore plus litigieux pour l'anarchiste en moi, c'est la question de la propriété privée contre l'État et le capitalisme. Est-ce que, là je pose une énorme point d'interrogation à la fin de ça, est-ce que le contrôle de la propriété privée par la paysannerie ne peut pas être un outil d'action contre le capitalisme et contre l'État? Puis là, ce serait comme une grande rupture. Mettons qu'on répondait oui à ça, ce serait quelque chose d'une grande rupture, mais si le capitalisme, lui, a été une rupture il y a 300 ans, peut-être que c'est ça que ça prend aussi, une rupture. Bon, les moyens de production, c'était ça. Également, les besoins d'une économie planifiée, basée sur des besoins concrets et non sur notre capacité et notre compétitivité à se vendre sur les marchés. Il faut absolument aller vers l'économie planifiée, puis identifier c'est quoi nos besoins en tant que population, puis qui est là pour répondre à ces besoins-là. Puis si on n'a pas assez de monde, ben, déployons de nouveaux moyens de production, contrôlés par la paysannerie autonome, pour répondre à ces besoins-là. Fait que, allons-y, économie planifiée,
notamment à travers des concepts comme les biorégions ou les systèmes alimentaires territorialisés. Puis là, je prendrais bien un cue de combien de temps il me reste. Je pense qu'on va, c'est ça, j'ai essayé de te dire tantôt qu'il me restait 2 minutes, mais j'ai pas réussi. Fait qu'il me reste 30 secondes ou... Ouais, 30 secondes, puis on a du temps après pour rebondir sur certaines de tes propositions. All right. Fait que 30 secondes juste pour mentionner quelques autres dangers qui sont présents dans le portrait de la transformation agricole, pas de la transformation, mais du changement en agriculture. Des revendications comme réserver les terres à la relève agricole apparentée. Ça, c'est super dangereux, je pourrais développer plus tard. De ne pas être critique de la gestion de l'offre. La gestion de l'offre est en ce moment le gardien de la production industrielle. Si on veut arrêter la production industrielle, il faut absolument critiquer la gestion de l'offre. La question de l'inflation du prix des terres, qui est en fait causée par les farmers eux-mêmes et non par des consortiums chinois ou des affaires de même. Le piège des choix individuels de la consommation. Quelqu'un présentait un article récemment dans un média qui mentionnait qu'il n'y a aucun choix individuel. Ils sont possibles, tous les choix sont déjà faits avant. Également la question de l'alimentation au-delà des légumes frais. Dans le fond, on a besoin de grains, on a besoin de protéines, il y a des enjeux de protéines animales, végétales, plein de questions à cet égard-là. Et finalement, j'arrête là-dessus, la zone agricole ne reflète pas le potentiel agricole. Parce qu'en fait, on pourrait farmer, moi je farme en zone non agricole, puis ça marche. Mais le point, c'est que la zone agricole, c'est une zone de rendement, pas une zone de production. Fait que ça, également, un aspect à réfléchir. Mais là, je vous ai bombardé de trucs, fait que j'arrête là-dessus. Merci. Merci. Donc, merci beaucoup. Je vais résumer brièvement. I'm going to summarize very briefly. Gaspar mentioned 3 issues, and they're all intertwined. So one is a political challenge. There's a lack of political will to really talk about agroecology beyond just using it as a communication strategy. The second one is the capitalistic context in which we're living, where production is more valued, quantity is more valued than the quality. And so it's not interesting to invest in small-scale farmers when we need to support and run the economy. The third is the viability of the profession. Nobody wants to become a farmer today because it is really hard. Most of the farmers we talked to told us that people around them that are farming have abandoned farming. And the ones that are still there are resisting. So they're actor of resistance in a system that is not helping them to do their job. In terms of the solution, there's a lot of things that he mentioned, but I think the common point is that we need to change our system and the way we think about food and our relationship to food. So this means valuing maybe more the quality, the diversity of the food versus the quantity that we produce. A lot of the things he talks refers to the fact that in food systems are driven by people. People that are organized or not organized, people that have more or less power, people that have more or less resources. So here in Quebec, there's different coalitions that are driving the policy agenda towards a more greener food system, but not necessarily a more healthy food system. So I think we need to use more social and political science to understand how the system is driven by different forces and coalition, and how these are aligned or not aligned. And in some cases, some coalitions are banning some of our action from going forward. Okay, so talking about different actors, we'll go to Isabelle now. Will give us her perspective working with her organization, and I think you guys are doing some advocacy for a more clean and sustainable food system, but I'll let you introduce your organization. Merci beaucoup, puis merci aussi aux personnes qui ont parlé avant. Je pense que c'est extrêmement essentiel d'entendre les producteurs, puis d'entendre leur point de vue. Puis on s'entend que là, on parle des plus petits producteurs qui essayent de faire de l'agriculture autrement, puis plus durablement. Donc c'est principalement de ces gens-là qu'on veut parler aujourd'hui. Maintenant, pour cadrer un peu, Jean-Claude le disait tout à l'heure, en fait, le collectif Récolte est une organisation
qui est plus dans un rôle d'accompagnement. Notre objectif, c'est vraiment c'est d'aider le système alimentaire et les acteurs qui travaillent dans ce système alimentaire à... puis, ouais, si ça fonctionne. À s'en aller vers un système alimentaire qui est plus local, plus durable et plus inclusif et plus solidaire dans le volet inclusif également. Donc, on est vraiment dans ce rôle d'accompagnement et de catalysation. Puis, on travaille avec des acteurs du cycle alimentaire complet puis du système alimentaire complet. Donc, ce qui nous donne une perspective systémique de la problématique et de voir aussi comment, justement, on peut faire cheminer des solutions à travers le système alimentaire. Donc, vous voyez quelques images d'ateliers d'idéation collective ou de co-création sur lesquels on travaille. Donc, pour revenir très rapidement sur certains points qui ont été mentionnés avant, on a mentionné le problème du modèle économique dans lequel l'agriculture fonctionne. C'est certain que ce qu'on voit, c'est que les producteurs ont de la difficulté à être en même temps, avoir en même temps la charge financière de tout ce qu'ils ont besoin d'acheter pour pouvoir faire leur travail, alors qu'ils vivent déjà dans un système qui est très inégal. Puis je pense que l'exemple des FUSA qui a été mentionné tout à l'heure par Gaspard est un exemple intéressant. Dans le FUSA, la propriété de la terre n'est pas portée par le producteur lui-même, mais la terre lui est prêtée pendant une longue durée. Donc, ce qui permet au moins déjà d'enlever cette charge financière-là pour les producteurs. Maintenant, on a parlé aussi de mutualisation. C'est le sujet principal, en fait, que je voudrais aborder aujourd'hui avec vous. Donc, vraiment dans la perspective dans laquelle je travaille, qui est plus comme dans l'action de comment on opérationnalise, quels sont les défis qui viennent avec et les avantages qui viennent avec. Donc, maintenant, pour parler de cette mutualisation, déjà comprendre de quoi il s'agit. La mutualisation, c'est vraiment le fait de mettre ensemble soit des ressources humaines, des services ou différentes fonctions qui sont nécessaires pour une entreprise ou pour divers acteurs. Donc, ça peut être de la mutualisation entre acteurs dans différents maillons d'une chaîne ou entre acteurs qui jouent le même rôle dans une chaîne. Si on regarde la perspective des producteurs, on a abordé plusieurs enjeux par rapport aux producteurs. Puis souvent, ce qu'on voit, c'est que les petits producteurs plus durables vont devoir se tourner vers les circuits courts pour éviter de se retrouver justement en concurrence avec le système économique dominant. L'enjeu des circuits courts, c'est qu'ils vont cibler des individus, souvent les plus convaincus parmi les citoyens, puis déjà là, on est à compter sur les doigts d'une main. Donc, la capacité de mise en marché reste très réduite. La logistique est très grande parce qu'il faut souvent emballer des paniers individuels, il faut gérer beaucoup de clientèle individuelle. Donc, il est certain que pour un petit producteur, d'arriver à porter cette charge, ça reste une option parmi d'autres, mais ça ne peut pas être la seule solution de mise en marché. Donc, moi, ce qui me reste à l'esprit aussi, c'est il y a un mois environ, il y avait le Forum SAT, qui est un forum système alimentaire territoriaux du Québec. Puis une des productrices qui témoignait ce jour-là avait dit, elle disait, malgré tous les problèmes qu'on a, puis là on parle de producteurs qui prennent des arrêts de travail parce qu'ils sont à bout du rouleau, mais malgré ça, ils sont frustrés parce qu'ils disent, on ne fait pas tout ce travail-là pour nourrir uniquement les plus favorisés parmi nous, mais on aimerait pouvoir produire des aliments qui vont atterrir dans l'assiette des gens qui en ont le plus besoin. Puis ces gens-là n'ont pas l'argent, puis nous, on n'est pas capable de produire à moins cher parce que malheureusement, ça coûte ce prix-là. Fait comment on fait? Le collectif Récolte a porté depuis 2020 un programme qui s'appelle Système alimentaire local et intégré à Montréal, financé à travers Montréal en commun. Puis dans ce programme, on essaie justement de combler, ça mène à la prochaine image, donc de combler le pont entre les producteurs et tous les défis dont on a parlé et les organismes communautaires qui sont en appui à ces populations plus vulnérables en situation d'insécurité alimentaire. Maintenant, les deux ont en fait des enjeux similaires, manque de moyens, manque de ressources humaines et manque de temps. Donc, d'essayer de pallier les besoins de l'un et de l'autre serait une façon, en fait, de rendre accès à ces aliments de très bonne qualité et locaux à des gens qui en ont le plus besoin. Encore là, le problème, c'est que le prix est un enjeu, donc il faut aussi aller diversifier les solutions. Donc, une autre clientèle que nous avons regardée dans le cadre du Salim, c'est la clientèle des institutions, sachant que parmi les institutions, on a des institutions qui vont aller cibler des personnes vulnérables comme les CPE, qui vont cibler la tendre enfance, donc parmi lesquelles on a quand même un taux assez élevé d'insécurité alimentaire, et le milieu médical, où on va aussi justement retrouver beaucoup de personnes aînées ou des personnes qui médicalement ont besoin d'avoir de l'alimentation plus saine.
Mais tant les organismes communautaires que les institutions ont besoin d'avoir des solutions faciles, ont besoin d'avoir un endroit où ils n'ont pas le temps d'aller marchander 150 petits producteurs pour aller chercher les aliments dont ils ont besoin. Donc, de ce côté-là aussi, on a ce même enjeu. Donc là, la mutualisation vient jouer un rôle pour se demander si on était capable, non de créer comme une longue chaîne logistique comme on voit dans le milieu conventionnel, mais de créer un maillon intermédiaire qui est porté par les producteurs, dans lequel ils ont leur voix, qui ont la capacité décisionnelle, mais qui vient leur enlever cette charge de travail de la mise en marché, puis qui en même temps permet aux différentes clientèles d'avoir un seul point d'accès et donc qui peut leur donner les avantages qu'un grossiste peut leur donner, sauf que ça leur permettrait d'avoir accès à des aliments qui sont locaux et sains et qui sont produits par des petits producteurs d'ici. Donc là, on rentre en fait dans la phase la plus complexe de la mutualisation, qui est la mise en place de pôles logistiques alimentaires, étant définie par une entité qui va combiner un ou plusieurs fonctions de la logistique alimentaire. Donc, le pôle dont je vais vous parler tout à l'heure, qui s'appelle l'Aube, pôle nourricier, qui est situé dans l'ouest de l'île de Montréal, se penche en fait sur toute la mécanique de la mise en marché et de la distribution alimentaire. Et donc, un pôle logistique peut être quelque chose de physique, mais peut aussi être quelque chose de purement virtuel. Donc, l'Aube, elle, en fait, a commencé en étant une plateforme TI de mise en marché et de prise de commande. Donc, qui a permis aux 6 institutions qui ont embarqué en 2021 dans le projet d'avoir accès à travers un point unique de commande à des aliments qui venaient de 4 fermes de l'ouest de l'île de Montréal. Donc ça a été le début en 2021. Maintenant, en 2021, en 2022, ils ont réussi à vendre pour une valeur de 36 000 $ collectivement, sachant que les producteurs continuaient leur propre mise en marché en parallèle. Donc l'objectif de l'Aube, c'est vraiment en fait d'augmenter cette capacité de mise en marché pour les producteurs, pour qu'ils puissent aussi augmenter leur production, parce que plusieurs des producteurs avec qui on travaille ne cultivent même pas la totalité de leur terre, simplement parce que leur capacité de mise en marché est trop faible. Donc, au fil des années, finalement, ils ont réussi à acquérir un camion qui leur permet de faire le transport mutualisé, le transport groupé à travers 3 jours par semaine de leurs aliments, ce qui a permis la dernière année de sauver environ 14 000 km de route. Puis là, on parle d'une alimentation ultra locale. Aujourd'hui, on est dans un rayon de 100 km autour de Montréal. Donc, on a quelques producteurs qui sont en Outaouais, quelques producteurs qui sont dans l'ouest de l'île. Et donc, malgré ça, on est capable d'aller sauver ce kilométrage-là. Donc, ils ont exploré aussi la question de l'entreposage, au début à travers simplement un camion, une remorque réfrigérée sur le terrain d'un des fermiers. Donc, ça commence vraiment tout petit. Puis graduellement, en grandissant, aujourd'hui, ils cherchent en fait un lieu plus large pour pouvoir entreposer les aliments, puis d'avoir vraiment un genre de hub physique qui puisse être ce transfert. Maintenant, on a parlé aussi tout à l'heure de la transformation. Si on parle des institutions, puis qu'on leur vend, par exemple, des légumes racines, ils ne vont jamais accepter des légumes racines qui ne sont pas précoupés, lavés, et qui sont pour eux, donc faciles d'utilisation. Puis là encore, on a besoin d'équipements de transformation primaire. Si on vend un grossiste, on va perdre le revenu qui vient avec. Donc, à travers des pôles logistiques, graduellement, dans le temps, ils sont capables d'aller acquérir ce genre d'équipement-là. Le pôle de l'Aube n'est pas encore rendu à cette étape, mais c'est dans les étapes dans lesquelles ils veulent pouvoir cheminer. Donc aujourd'hui, 2024, en fait, on était à 10 fermes actives dans l'Aube, 16 institutions dans le milieu médical, le CPE et des cantines d'université qui sont clients de l'Aube, 45 organismes communautaires qui desservent les populations vulnérables et qui avaient accès à des produits à un prix légèrement réduit. On s'entend qu'encore là, ça va être parfois aussi les aliments qui ne sont pas adéquats pour les institutions, mais qui permettent au moins d'avoir des aliments très, très sains qui arrivent dans les organismes qui desservent les plus vulnérables. Puis il y avait aussi 13 épiceries ou restaurants qui valorisent le local ou qui valorisent le zéro déchet, qui sont déjà des clients de l'Aube. 41 tonnes d'aliments vendus, donc une valeur de plus que 300 000 $ en 2024, puis on espère que tout ça grandit. Mais malgré tout ça, l'Aube ne serait pas encore financièrement viable comme entité, parce que c'est sûr que ça prend des ressources humaines pour faire ce rôle d'intermédiaire, même s'il est porté par les producteurs. Donc les enjeux restent grands. Au niveau des producteurs, il reste l'insécurité. Est-ce que ce genre d'initiative va perdurer dans le temps? Gaspard l'a mentionné aussi. Est-ce qu'ils vont réussir à trouver des sources de financement pour justement aller combler cette part qui était portée par le collectif Récolte à travers le programme Salim pendant les premières années?
Est-ce qu'ils vont être capables de maintenir une gouvernance saine entre les participants? Parce que c'est extrêmement complexe de faire valoir en fait les intérêts de chaque membre, qui a quand même des réalités différentes, tant au niveau des fermiers qui mettent en œuvre que des organismes qui vont aller acheter ces aliments. Donc, puis l'accès au savoir aussi, on parle de mutualisation, mais en fait, c'est une hypothèse que la mutualisation est viable et pertinente et efficace. Puis donc, tout notre travail est basé sur des hypothèses qui ne sont pas validées suffisamment par la recherche. Il y a très, très peu de littérature qui aborde ça. Donc, même si on va voir les producteurs, on essaie de les embarquer dans cette aventure, c'est dans un mode expérimental qu'on le fait. Donc, ça reste quand même quelque chose d'extrêmement risqué pour les gens qui embarquent. Et donc, je pense qu'il y a besoin d'investir là-dedans. Puis l'autre élément quand même, c'est que quand on voit ce genre de pôle logistique qui se met en place, vu la complexité, je pense que le rôle de cet accompagnement qu'on a offert à l'Aube pendant toutes ces années, qui était tant en temps logistique, aller chercher des experts, faire fonctionner tout ça, on a substitué une grande partie du personnel aussi pendant les premières années, financer différents éléments qui leur ont permis de grandir. Donc, il ne faut pas sous-estimer la complexité de la mise en place de ce genre d'initiative. Là, j'imagine que j'ai dépassé mon temps. Merci beaucoup Isabelle donc, pour cette intervention. I'll summarize very briefly in 2 sentences, but in this very competitive world, her NGOs works to try to bring together farmers with organizations that are buying foods and working to fight food security. So this idea of working together to try to bring together different actors of the food system that have a hard time doing their work, so working together is one of the solutions. However, you talked about the challenges of maintaining this work together in the long term, because organizations such as yours and others have a lack of resources. And one can wonder if we can keep going on fixing the problems of our food system, working with NGOs, or if we should ask the state to have a more important role for the long term. On va passer maintenant à la période de discussion entre nous. So we're going to have a time to discuss amongst each other. I want to ask Gaspard and Isabelle and Sabrina if they want to ask questions to react to their presentation. And if you guys can maybe go back also to results to see if what we propose makes sense. We feel that farmers' work today is against the tide, and that overall the political environment is not favorable to their practices. So please, if you can react to that and then see if you have some question, and then we'll open up to the floor. Je pense qu'avec tout ce dont on a discuté, il y a comme 3 éléments qui, j'ai l'impression, ressortent un peu plus. Donc ce serait vraiment d'essayer de retravailler les politiques publiques. Bon, je dis ça de façon très synthétique, hein, mais aussi de donner des outils économiques aux agriculteurs pour qu'ils puissent se développer leur commerce, faire du profit, vivre de leur métier, mais aussi finalement reconnaître leur place dans le système alimentaire, dans la société, reconnaître le rôle de l'agriculture locale et son importance, et mettre un peu de côté les intérêts vraiment corporatifs dont on a parlé, puis on a l'impression qu'on est en train de chercher les intérêts du marché sans forcément penser que ce soit au bien-être des agriculteurs ou du reste de la société en termes de saine alimentation. Donc je dirais que ce serait vraiment ces 3 axes-là qui ressortent. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Puis je pense aussi, on a parlé tout à l'heure du rôle du politique. Puis je pense qu'un des enjeux clés, c'est qu'en fait, il n'y a personne à n'importe quel niveau de notre système politique qui a cette responsabilité de l'alimentation dans son panier de responsabilité. C'est une thématique qui tombe entre 2 chaises. Ça tombe un petit peu dans l'agriculture, un petit peu dans la santé, mais ce n'est pas leur vocation principale. Donc, tout ce qui est vraiment lié à l'alimentation et comment celle-ci chemine à travers le système est un peu négligé. Puis ça évite aussi d'avoir la possibilité de mettre en place des solutions plus intégrées puis plus multifonctionnelles.
comme par exemple on voit qui avait été fait au Brésil par Lula, qui avait mis en place justement un programme qui regardait les différents volets de la situation de la sécurité alimentaire pour être capable de créer du changement, puis qui a pu obtenir des résultats assez impressionnants en disant de réduire l'insécurité alimentaire dans son pays grâce au fait que cette politique était justement intégrée. Gaspard, est-ce que tu nous entends? Oui. Oui. Donc, je ne sais pas si tu veux réagir ou si tu aimerais poser une question. À l'équipe, je te donne la parole. Merci. Non, je suis d'accord, c'est dur d'être contre la vertu. Là. Je suis d'accord avec ce qui a été mentionné auparavant. Moi, mettons, là, la grande question, là, mettons qu'on arrive à se dire « what's next », que, mettons, le communautaire en agriculture avait des enjeux de finance. Dépendait tout. Excuse-moi, est-ce que tu nous entends? Tantôt, c'est une phrase que j'aime bien. Dans le fond... Gaspard, excuse-moi, est-ce que tu nous entends? Parce qu'on t'a perdu. Je vais juste te demander de recommencer. Je m'excuse. Oui, pas de stress. Vas-y. Donc, c'est ça, le communautaire en agriculture. Donc, la question, c'est « what's next ?» Si le communautaire est précaire et n'a pas de financement périn et évolue dans la précarité, on peut aussi constater que notre complexité est très mal organisée, notamment par notre syndicat agricole. Fait que moi, je me permets une minute pour parler de l'UPA, qui est l'Union des producteurs agricoles, qui est un syndicat qui a une situation de monopole. Donc, c'est le seul syndicat qui est autorisé à être accrédité par la loi du Québec. C'est une exception mondiale, ça n'existe pas nulle part ailleurs. Puis dans le fond, ça crée une dynamique où est-ce que les industriels revendiquent pour la paysannerie. Ce qui fait aucun sens. Dans le fond, les industriels, moi, c'est mes adversaires idéologiques. Je ne suis pas intéressé, puis je ne consens pas à ce qu'ils parlent pour moi ou pour la paysannerie en général. Mais on est là, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça, de voir que les limites de la représentation que l'UPA peut faire de ses propres membres. Il faut voir que l'UPA, c'est un syndicat de propriétaires, c'est un syndicat de patrons, ça. Ou est-ce que, dans le fond, les membres de l'UPA, c'est des propriétaires de fermes? Donc c'est ça, tu sais, ça met la table pour les dynamiques internes de l'UPA qui sont assez bizarres, mais anyway, sans enfargeant les fleurs du tapis. Fait qu'autant le communautaire qui est à dépasser que notre représentation aussi qui est à dépasser. Donc, what's next? Bonne question, j'ai pas de recette miracle. Je veux réagir là-dessus, Gaspard. Donc, il y a l'Union paysanne puis il y a l'Union des producteurs du Canada. Quand j'étais jeune, Gaspard, c'était pas clair pour moi puis pour mes amis quelle des deux organisations se battait pour l'agriculture paysanne. Et ma question, c'est est-ce que c'est clair pour la population, selon toi? Est-ce que la population comprend ces dynamiques de pouvoir? Parce qu'on ne peut pas réagir puis demander des changements si on n'est pas au courant de ce qui se passe chez nous. J'ai l'impression que la population est déconnectée de ces tensions-là et de ces luttes que vous vivez et que tout est flou pour nous. Oui, tout à fait. Absolument. Il y a une obscurité en agriculture. On ne connaît rien des mécaniques. Il y a des milliards de dollars qui brassent à chaque année, puis on ne sait pas c'est quoi les flux. On ne sait pas qui sont les acteurs, on ne sait pas qui sont les groupes de pression. Puis donc, est-ce que la population est au courant des nuances de représentation? Non, vraiment pas. Notamment parce que l'UPA est capable de prendre des slogans qui ont l'air... une anecdote comme ça. Le slogan de l'Union paysanne, c'est l'alliance de la terre à la table. Et là, l'UPA, pendant la pandémie, le gouvernement se met à parler de souveraineté alimentaire, d'autonomie alimentaire. Puis là, l'UPA pond du champ à l'assiette. OK, guys, mais comme... D'un, c'est pas ça qu'ils font. Fait que, quand je parlais de communication politique, on est absolument là-dedans. Parfait. Juste avant d'aller ouvrir à la salle, je pense que c'est très important parce que le narratif, la rhétorique dont tu parles,
c'est ce qui permet de contrôler l'information, puis d'avoir l'avis des citoyens, puis de les amener à droite ou à gauche. J'aimerais qu'on revienne sur cette question. Est-ce que, donc, de ce que je comprends, le politique est un peu déconnecté, un peu aveuglé par les réalités sur le terrain, les citoyens également. Est-ce que les organismes qui travaillent en agriculture sentent qu'ils sont écoutés par l'État? Quelle est votre relation avec l'État? Est-ce qu'on vous valorise, mais est-ce qu'on vous écoute? C'est une très bonne question. Ben, premièrement, nous-mêmes, on n'est pas dans ce rôle de plaidoyer au niveau individuel, donc c'est vraiment plus collectivement à travers des ententes avec d'autres partenaires qu'on peut avoir ce rôle-là. Puis je pense que l'exemple du programme d'alimentation scolaire universelle sur lequel quand même une très grande coalition d'organismes était en train d'essayer de travailler aujourd'hui est un exemple quand même intéressant. Parce que, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est un programme en fait qui part de la base, qui part de la société civile qui essaye de demander un changement, puis qui, avant d'attendre la réponse du politique, est en train de structurer ce changement-là, puis de préparer la table pour être capable de s'en aller un jour vers. Maintenant, est-ce qu'il y a de l'écoute? Je pense que l'écoute reste très minimale. Puis que malheureusement, tant qu'on n'a pas comme je disais tantôt, tant qu'on n'a pas de gens qui vont aller porter le dossier de l'alimentation comme étant une de leurs priorités, comment on peut obtenir cette écoute-là? Puis si on prend l'autre exemple, on prend les institutions, aujourd'hui on a une politique d'achat local auprès des institutions, mais cette politique-là ne va pas préciser de quel local on parle. Donc, il s'agit vraiment juste d'achat de quelque chose qui a été produit au Canada. Donc, les tensions qu'on voit au sein de l'UPA, on les voit maintenant au sein des institutions qui doivent faire des choix d'achat local pour aller à leur quota qu'ils doivent atteindre à travers le programme. Puis j'ai entendu à travers des témoignages d'institutions qui disaient « Mais moi, j'ai trouvé la solution, je vais acheter de l'avoine Quaker, c'est facile, on en utilise en grande quantité dans la cantine universitaire, fait que ça fait monter mon quota rapidement. » Donc, l'alimentation locale, si on pouvait ajouter, comme ils l'ont fait au Brésil, une précision de quel type d'alimentation on parle, on pourrait aller beaucoup plus loin dans la problématique dont tu parlais au début. Si on veut que ce soit les petits producteurs locaux qui bénéficient de ce genre de programme-là, il faut s'assurer d'avoir des programmes qui vont aller différencier de quelle agriculture on parle. Je vais juste ajouter quelque chose pour cette politique-là, justement, des institutions. Donc, c'est la SNAC, il me semble. Elle est à titre volontaire, donc c'est chaque institution qui a envie de participer, qui va prendre l'initiative de le faire. Et donc, comme tu l'as dit, il n'y a pas de quota qui est fixé. Et ce n'est pas toutes les institutions qui ont aussi le moyen de mettre ça en place. Donc, ça reste quand même très niché, c'est pas encore assez répandu. Donc, peut-être idéalement essayer de revoir. Bon, des entrevues, c'était souvent ressorti que c'était pas possible d'instaurer des quotas ou de limiter, de réglementer ça, mais si on pouvait revoir la politique de façon à inclure le plus d'institutions possible, ce serait une potentielle solution. Merci beaucoup, merci beaucoup.